Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, le monde enregistre un nombre record de conflits en 2025, dont 29 sur le continent africain. Au Kenya, la haute cour confirme la destitution de l'ancien vice-président Rigathi Gachagua. Et puis au Moyen-Orient, une trêve s'installe entre l'Israël et l'Iran après plusieurs jours de tension. Apprendre chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est le sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, le monde a connu en 2025 le plus grand nombre de conflits interétatiques depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que révèle le rapport annuel Conflict Trend publié par l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo en Norvège. Plus de détails dans cet élément. Le monde a connu en 2025 le plus grand nombre de conflits interétatiques depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que révèle le rapport annuel Conflict Trends de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo en Norvège, publié mardi. Le document souligne par ailleurs que la planète a connu 65 conflits impliquant au moins un État en 2025, un nouveau record depuis 1946. Avec 29 conflits, l'Afrique est restée la région la plus touchée par ce type d'affrontement, alors que 8 guerres entre États ont été enregistrées l'année dernière, soit le double. Par rapport à 2024, le rapport évoque un pic en 80 ans. Il s'agit notamment des affrontements frontaliers entre l'Inde et le Pakistan, l'Afghanistan et le Pakistan, et le Cambodge et la Thaïlande, ainsi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et les opérations militaires israéliennes contre la Syrie. L'année 2025 a été la 3e plus meurtrière depuis la fin de la guerre froide, avec environ 245 000 décès directement liés au combat ou à la violence politique. Restons en Afrique, au Kenya, la haute cour a confirmé la destitution de l'ancien vice-président Rigathi Gachagua, votée par le Parlement en octobre 2024. Cette décision met fin à plusieurs mois de bataille judiciaire et constitue une étape importante dans la vie politique du pays. Les observateurs estiment que ce verdict pouvait avoir des répercussions
sur les équilibres politiques à l'approche des prochaines échéances électorales. Suivons ensemble. La Haute Cour du Kenya a confirmé la destitution de l'ancien vice-président Rigathi Gachagua en octobre 2024 par le Parlement. Les juges ont cependant déclaré que l'ancien vice-président n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, la procédure de destitution ayant été engagée au Sénat alors qu'il était hospitalisé. La Haute Cour dit cependant ne pas être en mesure de rétoquer une décision relevant du pouvoir législatif alors qu'elle ne viole pas les droits constitutionnels et procéduraux du requérant. Mais les juges ont ordonné au Sénat de verser la somme de 386 500 $ à Rigathi Gachagua, dont le droit d'être entendu a été bafoué. Le verdict de la Haute Cour a par ailleurs constaté la légalité de la désignation de Kithure Kindiki au poste de vice-président en remplacement de Rigathi Gachagua, qui a qualifié sa destitution en 2024 de complot, alors qu'il était accusé d'avoir tenu des propos pouvant provoquer des divisions ethniques. Au centre de sa rupture avec le président William Ruto, la hausse des impôts au Kenya. Au Moyen-Orient, une trêve semble s'installer entre Israël et l'Iran. Selon les états-majors des deux pays, aucun nouvel échange de tirs n'a été signalé ce mardi. Les forces armées restent toutefois en état d'alerte après plusieurs jours de forte tension. Cette accalmie est suivie de près par la communauté internationale. Reportage à suivre. Plus aucun échange de tirs ce mardi entre Israël et l'Iran, même si leurs états-majors restent en état d'alerte. Lundi soir, le commandement militaire iranien a publié un communiqué annonçant la suspension des frappes contre Israël. Une décision rapidement suivie selon des médias israéliens par une annonce similaire de l'État hébreu. Celui-ci dit avoir suspendu ses opérations à la demande du président américain. Le locataire de la Maison-Blanche, qui affirme être en bonne voie pour conclure un accord avec Téhéran d'ici 2 à 3 jours, a indiqué avoir demandé au Premier ministre israélien une cessation des hostilités. Sur le terrain, la situation demeure fragile. Israël poursuit ses frappes au Liban. La ville de Tyr et ses environs dans le sud du pays ont été ciblés. Bilan, au moins 8 morts selon les autorités. L'armée israélienne a appelé les habitants de ces localités à évacuer. Le quartier chrétien de la vieille ville, jusque-là épargné par les avertissements, s'est vidé de ses habitants. De son côté, l'Iran insiste pour que tout accord inclue le conflit entre Israël et le Hezbollah, tandis que Washington souhaite conclure le dossier libanais dans un second temps. Malgré cette accalmie entre Israël et l'Iran, la situation demeure préoccupante au Liban. De nouvelles frappes israéliennes ont fait au moins 14 morts. L'armée israélienne a par ailleurs appelé les habitants de la ville de Tyr à évacuer certaines zones. De ce côté, Téhéran affirme qu'il reprendra ses attaques si les opérations israéliennes se poursuivent sur le territoire libanais. Au moins 14 personnes ont été tuées dans le sud du Liban ce lundi lors de nouvelles frappes israéliennes sur une quinzaine de localités, a déclaré le ministre de la Santé du pays. Des frappes ont notamment été signalées à Marouanieh et à Tyr, malgré l'annonce de la fin des offensives entre Israël et l'Iran. L'État hébreu avait malgré tout assuré poursuivre ses offensives contre le Hezbollah. Un responsable du ministère libanais de la Culture a déclaré que ces nouveaux bombardements israéliens avaient endommagé un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO à Tyr. Dans le même temps, le Hezbollah soutenu par l'Iran a déclaré avoir pris pour cible des troupes israéliennes à l'intérieur du Liban, mais n'a revendiqué aucune attaque sur le territoire israélien. L'Iran a averti qu'il reprendrait ses attaques si Israël continuait à frapper le Liban, mais les dirigeants israéliens ont insisté ce lundi sur le fait qu'ils ne se laisseraient pas intimider par les nouvelles menaces de Téhéran. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a promis après cet avertissement que l'armée continuerait à opérer au Liban et a ajouté qu'Israël frapperait la banlieue sud de Beyrouth en représailles à chaque attaque contre le nord d'Israël.
En Asie, à présent, le président chinois Xi Jinping effectue une visite officielle en Corée du Nord, une première depuis 7 ans. À cette occasion, il a réaffirmé sa volonté de renforcer les relations entre Pékin et Pyongyang. Cette rencontre intervient dans un contexte de rapprochement stratégique entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Plus de détails dans ce reportage. Xi Jinping s'est engagé à renforcer les liens entre Pékin et Pyongyang à l'occasion d'une rare visite en Corée du Nord. Le président chinois et son épouse ont été accueillis lundi avec faste par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Selon les médias d'État chinois, Xi Jinping a exprimé sa volonté d'étendre la coopération avec la Corée du Nord dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l'agriculture, la construction et la technologie. La Corée du Nord, historiquement proche de la Chine, s'est rapprochée de Moscou ces dernières années, tout en développant son propre programme d'armement nucléaire. Kim Jong-un a encore renforcé son alliance avec Moscou en envoyant des troupes combattre aux côtés des forces russes contre l'Ukraine. En rétablissant une influence exclusive sur la Corée du Nord, Xi Jinping gagnerait un moyen de pression supplémentaire dans ses relations avec Donald Trump. Le président américain a en effet exprimé à plusieurs reprises son désir de relancer la diplomatie avec Pyongyang. Xi Jinping et Donald Trump se sont rencontrés à Pékin le mois dernier et les deux dirigeants doivent se revoir aux États-Unis en septembre. Et puis nous terminons par cette actualité. Aux Philippines, les habitants de l'île de Mindanao poursuivent le déblayement des décombres après un puissant séisme. Les autorités continuent d'évaluer l'ampleur des dégâts tandis que plusieurs hôpitaux prennent encore en charge les blessés à l'extérieur des bâtiments par crainte de nouvelles répliques. Suivons plutôt. Hindi naman kayo nag-research, baka biglang... Ito yung... Tama yung crack. Tapos, on my way pa lang. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun.